Guillaume, bonjour. Merci de nous recevoir donc dans vos locaux à Montpellier. Ouais. C'est le deuxième portrait du mois et dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter, vos fonctions, votre parcours universitaire et pourquoi le choix du DPRT avec ses points forts. Voilà, pourquoi ce choix-là? D'accord. Mon nom est Thibaut Gandillon. Université de Montpellier depuis le début. Je suis d'ici, donc c'est vrai que c'était facile d'intégrer la fac de Montpellier. Donc j'ai fait toutes mes années sur Montpellier, fac de droit, normal, habituel, ni plus ni moins. Et moi, ce qui m'a attiré, c'est toujours une question d'homme, je trouve, la vie, de rencontre. Et moi, ce qui m'a attiré pour faire le DPRT, c'est d'abord deux hommes. Bernard Tessier, que j'ai rencontré comme professeur quand j'étais en troisième année, ouais, c'est ça, dans plusieurs matières, mais notamment le droit du travail. Donc c'est un petit peu lui qui m'a fait aimer cette matière, parce que c'était très particulier, c'était vraiment très bien. Mais également Denis Gatumel, qui était mon chargé TD, avec Bernard Tessier à la même époque, et aussi Denis Gatumel. J'ai peu de nouvelles d'ailleurs de ce monsieur depuis un long moment, j'espère qu'il va bien. M'a aussi fait aimer la matière. Donc si vous voulez, ces deux rencontres-là, à la fois monsieur Tessier, à la fois monsieur Gatumel, on dit que je m'étais régalé dans les cours de Bernard Tessier et dans les TD de Denis Gatumel. Et donc après, tout naturellement, à l'époque ça s'appelait pas Master 2, ça s'appelait 3e cycle, c'était un DESS, j'ai tenté l'aventure avec Paul-Henri, voilà, qui a eu la gentillesse de me prendre chez lui. Quels étaient pour vous les points forts de ce diplôme? Pour moi, le point fort, c'est la matière d'abord. C'est-à-dire, comme je vous disais, la rencontre de ces hommes-là m'a fait aimer cette matière-là. Et donc, c'était cette matière-là que je voulais faire. Et puis après, c'est vrai aussi, c'est le troisième homme, forcément. La personnalité de Paul-Henri Antomattei, ben voilà, quoi. C'est bien entendu. Et puis c'est vrai que, quand même, pour ne pas le nier, il ne faut pas le nier d'abord, le DPRT, déjà à l'époque, avait une excellente réputation. Et tous les professeurs que j'avais rencontrés pour essayer d'envisager la suite me disaient quand même ce Master 2, enfin à l'époque c'était DESS, c'était celui qu'il fallait faire, et parce que derrière il y avait, je sais pas pourquoi on disait ça, mais je crois que c'est vrai, il est tellement reconnu qu'il y a un job à la clé. Et voilà, donc le point fort c'est quand même sa réputation, et derrière l'espoir que cela engendre chez l'étudiant d'avoir un chemin quasi tracé. D'accord. Votre parcours professionnel justement, donc à la fin de votre diplôme, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Alors, un peu singulier parce que ça se fait plus aujourd'hui, mais moi à la fin de mon diplôme j'ai fait un an d'armée. À l'époque on était tous comme ça. Voilà. Donc j'ai fait ça, et c'est donc à l'issue des 10 mois plus précisément de service militaire que j'ai cherché un job, parce que entre temps, à la sortie des DPRT j'avais quand même fait le CAPA. Donc obtenu le CAPA, et à l'issue du CAPA il y avait le service militaire, et à l'issue du service militaire donc j'ai tenté l'aventure en tant qu'avocat en droit du travail. Et j'étais mobile, à l'époque, je voulais aller ou à Paris ou à Lyon, enfin en tout cas, moi ce qui m'intéressait, c'était bizarre, j'avais une vision, mais toujours actuelle, c'était le cabinet Barthélemy qui m'avait intéressé, parce que j'avais fait des stages chez eux, parce que voilà. Mais très rapidement, à la sortie du service militaire, le cabinet dans lequel je suis aujourd'hui, chercher un collaborateur. Et chercher un collaborateur pour créer un service totalement judiciaire. C'est un cabinet à la base exclusivement juridique. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas où était le palais, ils n'ont jamais mis la robe de leur vie, toujours pas d'ailleurs. Donc ils ne font que des créations de sociétés, des cessions, des fusions, tout ça, beaucoup de fiscalité. Et il se disait à l'époque, nous on ne sait pas faire du judiciaire, et donc on fait sous-traiter nos 2-3 dossiers judiciaires à des confrères qui savent le faire, et puis à force on se sont dit, mais tiens, c'est dommage de laisser partir une partie de clientèle, et donc en 96, un petit peu après la réforme, la fusion des professions, ils se sont dit on va essayer de créer le secteur judiciaire. Et donc j'ai su ça, je me suis présenté à eux, et j'y suis encore, 21 ans après. D'accord. Voilà, donc j'ai créé bien modestement le secteur judiciaire qui n'existait pas. D'accord. Et donc c'est vrai qu'il n'y avait pas que du droit du travail, même si j'ai essayé de développer davantage cette matière-là. Voilà. Et donc le secteur judiciaire est créé donc depuis 96. Alors la question qui revient souvent est quelles sont les principales qualités pour exercer votre métier? Je vais vous la dire. Pour moi, en tout cas, la principale qualité, et donc sa difficulté, c'est la disponibilité. Aujourd'hui,
singulièrement en 2017 avec les mails, avec les réseaux sociaux, avec bon, les gens, aussi parce qu'ils s'inquiètent, et parfois à juste titre, ont besoin d'être rassurés, ont besoin d'une présence, ont besoin qu'on soit là, ont besoin qu'on réponde à leurs questions là instantanément. C'est un peu, hein, un peu, voilà, la période aussi qui veut ça, où il faut une réponse tout de suite et quasi immédiate. Et ces gens-là, ou inquiets, ou parce que voilà, ils ont envie d'avoir une réponse immédiate, acceptent peu qu'on ne soit pas disponible pour eux assez régulièrement et souvent. Et voilà. Et donc je crois que une des premières qualités d'un avocat, c'est sa disponibilité. Répondre au téléphone, répondre aux mails, être là, accepter les rendez-vous. Voilà. Et je trouve, suivi, oui. Ouais, je trouve que c'est ça, ne serait-ce que pour les rassurer. C'est pas pour ça qu'on travaille mieux le dossier, hein, c'est pas pour ça qu'on plaidera mieux, c'est pas pour ça que... Mais au moins ça les rassure et au moins on est là. Et voilà. Et je crois qu'ils ne supportent pas, les clients, le silence. Et donc voilà, pour moi la meilleure qualité, c'est la disponibilité. Forcément cela engendre des difficultés. Voilà, j'allais dire maintenant les avantages et les inconvénients. L'inconvénient, c'est que si on reçoit un mail à 20h, il faut parfois y répondre, ou en tout cas, voilà, et donc ça fait beaucoup de travail, quoi. Alors je sais pas si c'est un inconvénient, mais un peu quand même, parce que c'est compliqué. Voilà. Donc il y a beaucoup d'heures de travail, en fait, beaucoup de présence, beaucoup d'implication. Je trouve que ça c'est l'inconvénient, mais qui est le pendant inverse, si vous voulez, de la qualité de la disponibilité. D'accord, et donc les avantages, en fait, vous les retrouvez aussi dans les résultats que vous en avez, Oui, c'est exact. Pour moi, le meilleur résultat, la meilleure satisfaction que j'ai, c'est quand je reçois un jugement, et je suis rarement pour grand chose d'ailleurs, il y a tellement d'aléas, mais voilà, de rencontrer un client ou de lui dire, ah ben tiens, on a eu un bon résultat, et ça fait un petit moment de, voilà, pas d'euphorie, mais on est content quand même. Oui, parce qu'il y a un long travail derrière souvent, c'est un aboutissement qui est... D'accord. Vous avez raison. Donc c'est un aboutissement de quelque chose de satisfaisant, et le merci, quand on l'a de la personne qui est en face de nous, c'est sympa à recevoir, quoi. Voilà. Et pour moi, c'est vrai que cette notion-là me plaît un peu, hein, de cette relation. On dit vraiment, on a fait un chemin ensemble, il est abouti. Ouais. Là, en l'occurrence, s'il aboutit positivement, cette relation qui se crée, affective presque, est agréable. Qui est agréable. D'accord. Voilà, je vais dire aussi le pendant inverse. Quand ça se finit mal, évidemment parfois, voilà, c'est compliqué à gérer, parce que quand on s'est investi, je vous dis, quand il y a une relation un peu qui s'est créée, un peu affective, c'est compliqué à gérer pour soi-même, quoi, parce qu'on est déçu, une défaite parce qu'on se remet en cause, faut-il l'espérer d'ailleurs. Voilà. Donc et quand on s'implique, forcément quand on est déçu, ça touche. Voilà, donc ça je trouve que c'est un inconvénient. D'accord. Comment voyez-vous le métier là, dans les 10 prochaines années? Parce qu'il y a beaucoup de professions pour lesquelles il va y avoir des mutations, il va y avoir... vous, le vôtre, vous le voyez comment? Je sais pas trop. Je suis un peu inquiet. Je suis un peu inquiet parce que c'est vrai que je trouve que toutes les dispositions, en tant qu'avocat en tout cas, que toutes les dispositions nouvelles qui sont mises en place nous collent des obligations notamment administratives, des obligations de délai, des obligations qui vraiment nous stressent davantage, qui je trouve n'apportent pas beaucoup d'éléments positifs aux justiciables et ou à la justice en général, et qui pour nous ont de lourds inconvénients. Donc je suis pas fan de ce qui se passe actuellement. Donc je le vois un petit peu difficile. D'accord. Quelques conseils pour nos futurs diplômés, pour ceux qui choisiraient justement de s'orienter vers cette branche-là, vers ce métier? Oui. Je rebondirai sur la première qualité dont on a discuté tout à l'heure. Vraiment, c'est le conseil que je donne, c'est la disponibilité. C'est un truc vraiment... quand je reçois des clients mécontents de confrères, c'est jamais très agréable à entendre. Et très souvent, j'entends ça comme argument du client qui est mécontent. J'arrive pas à le joindre, il n'est pas là, etc. Je m'en inquiète. Donc voilà, c'est le maître mot de notre discussion aujourd'hui. Vraiment, c'est le conseil que je leur donne. Après, je peux leur donner le conseil également, pourquoi pas, de la mobilité. Parce que Montpellier aujourd'hui, je trouve que c'est un petit peu en souffrance au niveau de l'avocature. On est vraiment très nombreux, à mon goût, à mon sens, trop nombreux. Donc ça crée qui des tensions,
voilà, je trouve qu'on tire un petit peu vers le bas notre profession, donc c'est un tout petit peu inquiétant. Et donc je proposerai peut-être la mobilité. Il y a des régions encore qui cherchent pas mal d'avocats, donc il faut peut-être un petit peu réfléchir à ça. Voilà. Je conseillerais également, c'est plutôt ma vision, contrairement à ce que j'ai fait d'ailleurs là en l'occurrence, même si j'essaye de limiter le truc, d'être très spécialisé. Parce que plus on est spécialisé dans une matière, plus on la travaille, plus on la connaît. Et donc, mieux on la connaît, moins c'est difficile de recevoir le client, d'avoir une stratégie. Mieux on la connaît, mieux on connaît ses juges. Et si on y va tous les jours ou presque, ils nous connaîtront, ils nous respecteront, ils nous apprécieront. Et donc c'est beaucoup plus facile de plaider. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup plus facile de plaider devant un juge qui nous connaît, avec qui on a d'ailleurs de bons rapports évidemment, plutôt que d'aller plaider devant des gens qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas les usages, dont on ne connaît pas les habitudes. Donc c'est toujours plus stressant, plus difficile. Non pas qu'ils ne nous respectent pas, mais peut-être inconsciemment. Moi j'ai le sentiment qu'on m'écoute davantage à Montpellier qu'à Brest ou à Limoges, quoi. D'accord. Alors c'est peut-être le même dossier, mais vous voyez, voilà. Plus facile avec une reconnaissance finalement, une connaissance et une reconnaissance. Voilà. Voilà. Hein, ils nous connaissent, donc ils savent, faut-il espérer qu'on est sérieux, et donc quand on dit quelque chose, ils nous écoutent un peu. Il y a beaucoup d'inconscients peut-être, mais en tout cas j'ai ce sentiment-là qu'ils nous écoutent. Et donc pour cela, pour qu'on soit connu, il faut qu'on soit spécialisé dans une matière. C'est le concept. Donc connu et reconnu finalement dans une matière. Oui, mais ça j'ai pas de doute. Voilà, d'accord. Donc on va clôturer cet entretien par 3 questions que nous ont posées les étudiants. La première, c'est comment exerce-t-on en profession libérale? Donc de nouveau les avantages et les inconvénients. Moi je vais vous répondre. Bon, peut-être que c'est moi, mais j'ai l'impression que la notion, parce que quand on dit profession libérale, j'imagine quand l'étudiant pose la question d'avantages et inconvénients, il sous-entend notamment comme avantage la notion de liberté. Liberté de temps, ce qui est exact. Ceci étant, j'ai l'impression que c'est un petit peu théorique. Notre temps est libre, c'est vrai, mais il est quand même particulièrement axé sur... on a quand même tous les jours des rendez-vous, on a quand même beaucoup d'audience, dont on n'est pas libre du jour, de l'heure, de l'année. On a aussi beaucoup de travail, donc cette notion de liberté que l'on a indéniablement, elle est quand même plus théorique que concrétisée au quotidien, quoi. Voilà. Donc, pour moi, oui, la profession libérale, moi j'ai toujours vécu que ça, mais je trouve que cette notion de liberté qui pourrait être son avantage, elle est quand même un peu théorique. D'accord. Voilà. Donc c'est vrai qu'on est quand même soumis aux aléas des emplois du temps des autres. Donc je ne sais pas quoi répondre à la notion comment l'exercez-vous. Je l'exerce en travaillant beaucoup. Alors la seconde question, mais qui va rejoindre ce qu'on a déjà abordé, c'est comment se déroule le contact avec la clientèle. Donc vous avez longuement expliqué justement ce contact, mais voilà, j'allais vous dire si vous souhaitez... Je vais vous dire autre chose. Une des autres qualités, ça me fait penser cette question-là, à vous dire ceci, c'est difficile, c'est essayer d'être caméléon un peu avec le client. Parce que on va recevoir dans notre vie professionnelle ou dans la même journée nombre de personnes totalement différentes, avec des statuts différents, des personnalités évidemment différentes, des envies différentes, des besoins différents, des dossiers totalement différents. Et j'ai le sentiment en tout cas qu'il faut s'adapter aux clients. On ne peut pas être du tout pareil avec le DRH du Carrefour du coin, qui connaît son travail, connaît son métier, connaît son dossier, qui est habitué. On ne peut pas du tout avoir le même rapport, le même contact, les mêmes conseils que le chef d'entreprise boulanger en bas qui veut faire une rupture conventionnelle avec son apprenti ou sa salariée. Donc je trouve que voilà, c'est aussi une des qualités, me semble-t-il, qu'il faut avoir, c'est s'adapter à la personnalité de son client qui est totalement différente en 20 minutes d'écart, quoi, parfois. Bien sûr. Donc voilà. Adaptation et grande écoute, finalement, pour pouvoir... J'espère. Ouais, mais c'est vrai. Ouais. Et enfin, la dernière question, êtes-vous affecté par la réforme de la loi travail de 2016 ? Un peu. Ah oui, un peu, ouais. Beaucoup. Non, je suis affecté, ouais. Bon, c'est vrai que je la trouve pas pour l'instant au niveau procédure prud'homale.
on faisait le lien tout à l'heure un petit peu, Oui. je faisais aussi allusion à ça. On nous impose des obligations qui n'avaient pas lieu d'être à l'époque, notamment la procédure prud'homale. Là, nous avions à l'époque le bureau de conciliation qui renvoyait devant le bureau de jugement, et donc nous avions 2 audiences, sauf exception, à gérer. Là, aujourd'hui, le bureau de mise en état, bon, ben, il y a peut-être 4 ou 5 audiences avant le bureau de jugement, avec des complications, avec des messages RPVA, ce logiciel interne que nous avons à mettre en place. Enfin, je trouve que ça a compliqué pour nous un tout petit peu les choses, sans pour autant raccourcir les délais, ce qui était le but Oui. en son temps de cette procédure. Et donc, voilà, donc oui, on en subit, je dis le verbe subir pour l'instant, peut-être qu'on va s'améliorer. En tout cas, pour l'instant, oui, on subit avec les conséquences que cela a, cette réforme. Très bien. N'oublions pas également le décret Magendie, qui a été transposé à la procédure prud'homale, enfin en tout cas devant la chambre sociale, et les délais fixes vraiment à respecter en tant qu'appelant et en tant qu'intimé, qui sont vraiment des délais extrêmement stricts, avec un danger formidable si on ne les respecte pas. Mais là aussi, il faut faire attention. D'accord. En conclusion, un petit message personnel pour nos futurs diplômés qui vont terminer cette année. À bientôt, je vais venir les voir. C'est ça le message personnel. Maître Gandillon, je vous remercie de nous avoir reçus et j'espère à bientôt. J'espère aussi.